Alors, bonjour à tous. Petit problème de micro, mais ça apparemment ça doit être bon. Hop. Tu m'entends, Patrick? Ouais, c'est bon, Maxime. D'accord. Ok. Écoute, bon webinaire, et puis je te dis à tout à l'heure. Ouais. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de déploiement et de débogage à distance. En fait, vous avez déjà tous les outils si vous faites du Delphi depuis quelques années, ou si vous y êtes mis pour la partie FireMonkey pour le multiplateforme. Donc, le débogage et le déploiement à distance se fait essentiellement avec le PA Server. Donc, on va y revenir pendant quelques minutes, et puis je vous ferai une petite démonstration de comment l'utiliser et l'installer sur différents environnements. Enfin, surtout l'utiliser. Je passe rapidement, je les ai juste mis pour ceux qui téléchargeront le PDF plus tard. Donc je suis des prestataires informatiques et essentiellement formateur Delphi depuis 2 ans. En entreprise, les licences, les versions, c'est bon. Les anciens webinaires, vous les avez sur vassure.fr, webinaire Delphi. Si vous voulez regarder les replays et télécharger les PDF, exemples et autres, ils sont aussi sur mon blog développeurpascal.fr. Les liens ici, voilà. Alors, il y a plein de petits outils en fait fournis avec Delphi et C++ Builder depuis pas mal de temps. On les connaît pas tous parce qu'évidemment on n'en a pas besoin en temps normal pour travailler. Le seul qui sert vraiment actuellement, c'est le PA Server. Et lors des formations que j'ai animées depuis 2 ans, j'ai constaté que beaucoup de gens ne savent pas à quoi il sert en fait. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une petite piqûre de rappel. Donc PA Server, c'est pour plateforme assistance serveur. Dans la documentation d'Embarcadero, vous pouvez le trouver sur les deux dénominations. Et sur les programmes, c'est PA Server sur l'arborescence. Donc je parlerai évidemment de PA Server. Alors le PA Server, c'est un logiciel en ligne de commande qui dialogue avec l'IDE. Sur le principe, c'est simplement un programme qui ouvre un port en IP et qui dialogue avec l'IDE quand il a besoin de faire quelque chose à distance. Ce n'est pas un programme redistribuable, la licence nous permet cependant de l'installer sur les postes sur lesquels on veut travailler. J'insiste sur le non redistribuable, on ne peut pas le distribuer avec tous nos logiciels librement. Il y a un certain nombre de composants Delphi ou C++ Builder qu'on a le droit de diffuser, il n'en fait pas partie. Par contre, tant qu'on s'en sert en développement, on peut le faire de notre côté. Et donc, voilà. Alors, comment l'installer donc, le PA Server est fourni pour 3 environnements, Windows, Mac et Linux. On le retrouve dans le dossier d'Embarcadero. Alors, on va y aller. S'il m'ouvre le dossier. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, non. Pourquoi il veut pas? Ah, Windows a décidé de nous embêter aujourd'hui. Ok. Je soupçonne que le Mac soit en train de faire un backup. Je vais juste le désactiver, histoire d'être tranquille, parce qu'évidemment, ça bloque les machines virtuelles quand c'est en train de travailler dessus. Alors, donc je ferme tout ça, et je récupère qu'un seul explorateur Windows, ça suffira. Je disais donc, le PA Server se trouve dans l'arborescence de Embarcadero, donc sur C, programme files, enfin le programme x86, parce que pour l'instant c'est toujours du 32 bits, Embarcadero Studio, la version du logiciel sur lequel on travaille, donc là pour l'instant la 10.3 Rio c'est la 20, et on a un sous-dossier PA Server. Dans ce sous-dossier, on a la version du PA Server pour Linux, la version pour Mac et la version pour Windows. L'installation sous Windows, elle est très simple. Quand on est sur notre poste de développement, on n'en a pas besoin. On en a besoin si éventuellement on veut travailler sur d'autres postes, enfin exécuter le programme sur d'autres ordinateurs, notamment pour tester des versions différentes de Windows ou avec des antivirus différents. Parce qu'évidemment, quand on est en local, on est un peu restreint à la version sur laquelle on travaille, donc en général, c'est plutôt du Windows 10 maintenant, puisque c'est la version recommandée par Embarcadero pour utiliser RASstudio et ses différents outils. Sur Mac, c'est pareil en fait, on prend le PKG, on l'installe sur le Mac qui nous intéresse,
et on l'exécute. Ça lance un setup, ça installe ce qu'il faut, donc le PA Server, et aussi un PA Server Manager qui permet de conserver certaines configurations. Et grâce à ça, on va pouvoir faire du travail sur Mac et sur iOS, puisqu'en fait, quand on travaille en multiplateforme avec Delphi et C++ Builder, pour travailler sur iPhone ou iPad, on est obligé de passer par un Mac. Donc c'est le PA Server sur un Mac qui nous permet de nous connecter aux différents appareils mobiles et tablettes. C'est aussi le PA Server qui travaille avec Xcode et les différents outils de développement d'Apple, ce qui implique aussi qu'on soit obligé de garder un certain niveau de version par rapport aux outils au système d'exploitation sur le Mac, à l'outil de développement d'Apple, donc le Xcode, au SDK de iOS, Android, iOS et Mac, et par rapport à la version de RadStudio. C'est aussi pour ça que chaque fois qu'on a une nouvelle version de RadStudio, Delphi ou C++ Builder, on a aussi potentiellement une nouvelle version du PA Server. Et celui-ci gère la nouvelle chaîne de compilation liée aux environnements qu'on est censé traiter. Donc voilà, si vous n'avez pas de Mac, il y a une solution, c'est Mac in Cloud, qui est en fait une société qui fournit des machines virtuelles macOS, qui a les autorisations d'Apple, contrairement à d'autres qui l'ont fait en douce et qui ont sauté entre-temps. Et ils ont un partenariat avec Embarcadero depuis quelques années pour installer le PA Server en fonction du système d'exploitation qu'ils mettent sur chaque VM. Donc on peut passer par là si on n'a pas envie de s'acheter un Mac pour faire du travail, du test de logiciels, du développement pour Mac ou connecter à distance des appareils mobiles. Et par contre, on choisit donc notre machine virtuelle, le système d'exploitation sur lequel elle tourne. Par conséquent, ça donne une version de Xcode et une version du PA Server correspondante. Alors, j'ai pas pu tester s'ils étaient tous à jour, mais normalement c'est le cas. Sinon, de toute façon, quand le PA Server sur lequel on se connecte n'est pas le bon, l'IDE transfère la nouvelle version, ou en tout cas celle qu'il attend, et on a juste à l'installer. Sous Linux, c'est un peu plus tordu parce qu'on a rarement le partage de dossiers entre une machine sous Linux et en Windows. En tout cas, c'est rarement le cas par défaut, donc on peut passer, si on sait le faire, par les dossiers sur un réseau local, ou on peut transférer notre fichier d'installation du PA Server via Internet. Donc on le met sur un FTP qu'on récupère depuis le Linux, puisqu'en général, on a les commandes qui permettent de le faire. Quoi qu'il en soit, pour installer le PA Server sur Linux, il faut juste récupérer le fichier Linux PA Server avec son numéro de version .tar.gz, le dézipper et on a l'arborescence complète. Sur certaines versions de système Linux, on est obligé de rajouter quelques paquets, notamment tout ce qui est compilation et les en-têtes de développement qui ne sont pas forcément installées en standard. Sur les distributions graphiques, comme Ubuntu par exemple, on a une procédure un peu plus compliquée à suivre. Elle est décrite sur la doc de RadStudio, donc je vous renvoie dessus. Il y avait aussi un article de Craig Chapman qui était assez bien illustré pour expliquer comment installer sur une vieille version Ubuntu, et ça fonctionne toujours. Donc n'hésitez pas à faire une recherche par rapport à ça, ou aller sur le site d'Embarcadero pour la procédure. Petit rappel au passage, je vous parle d'Ubuntu parce qu'en fait, depuis juin, tous les détenteurs de licences entreprises ou architectes à niveau, donc en clair comprendre 10.3 avec la subscription, ont accès gratuitement à FMX Linux qui est disponible sur Getit. FMX Linux était jusque-là une extension de l'IDE vendue par son éditeur et qui permettait de rajouter les librairies FireMonkey pour pouvoir faire de la compilation graphique, enfin des applications graphiques dans un environnement Linux. Donc ça gère Ubuntu, donc en gros KDE, je crois que ça fonctionne aussi sur GNOME et les distributions qu'il utilise. Mais en général, il suffit d'installer les quelques paquets qui manquent et ça passe tout seul. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a fait l'installation du PA Server, il faut configurer l'environnement de développement pour qu'il puisse savoir où on l'a installé. Donc sur le principe, on a donc un PA Server qui sert de serveur sur les postes sur lesquels on veut envoyer des choses. Il a un port, une adresse IP, qui dépend évidemment de la machine sur laquelle elle est. Il faut les indiquer à l'IDE pour qu'il puisse y accéder. Donc pour ça, on a une étape simple. Sur les versions 10.2 et les précédentes, il faut aller dans Outils Options, Options d'environnement, Gestionnaire de profil de connexion et déclarer les différents ordinateurs.
À partir de la liste 3, où les options ont été retriées et classées de façon plus intuitive, quand on s'y est habitué, on va dans l'outil options déploiement, gestionnaire de profil de connexion, et pareil, on déclare les différents ordinateurs avec leur système d'exploitation et l'adresse IP et le port sur lequel sont installés le PA serveur. Une fois qu'on a installé les machines, pour que Delphi ou C++ Builder puisse compiler, il leur faut les SDK. Donc les SDK, en gros, ce sont les headers des fichiers, les entêtes des librairies et les choses qui permettent de faire le linkage final entre notre exécutable et le système sur lequel ça doit tourner. Donc ça, on le fait dans outils options, options d'environnement, gestionnaire de SDK, pour les 10.2 et précédentes, et outils options déploiement, gestionnaire de SDK pour la 10.3. Et probablement les suivantes aussi. Donc ça consiste simplement pour chaque ordinateur sur lequel on a installé le PA Server à indiquer, indiquer le SDK, ou plutôt à lui demander de charger le SDK qu'il repère. Parce qu'en réalité, on n'a pas à nous choisir le truc, c'est Delphi qui interroge le PA Server qui va lui donner le SDK sur lequel qu'il arrive à détecter en fait, et qui lui permet de télécharger les différents fichiers correspondants. Une fois que c'est fait, en fait, on a configuré l'environnement, on n'a plus besoin d'y toucher, et quand on fait de la programmation, on a juste à choisir au niveau du gestionnaire de projet la machine sur laquelle on veut exécuter par rapport à son système d'exploitation. Alors, on va y aller. Donc là, j'ai mis la 10.2 et la 10.3. Ça fonctionne à peu près pareil. Donc pour les 10.2 précédentes, pour ceux qui ne sont pas encore à niveau, donc dans Outils Options, on a gestionnaire de profil de connexion ici, donc avec différents ordinateurs. Et quand on rajoute un ordinateur, on choisit son nom, le système d'exploitation sur lequel il tourne, donc c'est Linux, macOS, Windows 32 ou 64. Donc là, je vais mettre les Windows 64 par exemple. Et là, l'IP de la machine ou son nom NetBIOS, le port sur lequel ça tourne, un éventuel mot de passe qu'on a déclaré au niveau du PA Server quand on l'a lancé. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, donc on rajoute les différentes machines. Dans le gestionnaire de SDK, pareil, on ajoute, en choisissant le système d'exploitation qui nous intéresse, par exemple OS X, qui nous affiche les profils correspondants. Alors évidemment, comme je n'ai pas la bonne IP dessus, enfin non, je n'ai pas lancé le PA Server, on va le faire après. Donc on a le système d'exploitation, il nous propose les systèmes, enfin les machines qu'on a déclarées dans les plateformes, je ne m'y repère plus, voilà, dans les profils de connexion correspondant à ces systèmes, et ensuite en dessous il nous affiche les SDK. Donc là, je vais sortir de la 10.2 et on va passer sur la 3. Et côté Mac, je vais lancer le PA Server, qui est ici. Donc comme je vous le disais, il y a un PA Server, donc là j'ai la version 19 pour la 10.2 de Tokyo, enfin de Delphi, et la version 20 pour la 10.3, donc je vais lancer la 20. Le PA Server Manager ici sert à configurer différentes informations en dur pour pouvoir lancer une config avec un mot de passe en dur par exemple, un changement de port ou des choses comme ça. Donc là je lance le PA Server 20, qui devrait apparaître ici. Donc c'est une application en console, donc il se lance avec le terminal. Il commence par me demander un mot de passe, j'en mets pas parce que je suis en local. Il nous demande d'activer le débugger du système d'exploitation. Là en l'occurrence sur Mac, il nous demande aussi un mot de passe. Donc c'est celui de la session, et voilà. Donc là j'ai mon PA Server qui fonctionne. Il a un certain nombre de commandes qui sont très limitées, mais avec I, on sait sur quelles IP il fonctionne. Donc ce sont ces IP là qu'il faut qu'on déclare côté Delphi, ou plutôt côté IDE. Et là je vais le passer en verbose pour avoir une log. Donc là j'ai un Mac, je vais faire pareil avec un Linux, alors que je retrouve, voilà. Ubuntu ici, donc là, je l'ai lancé avant, histoire d'être tranquille. Voilà. Oui, je me disais bien qu'il allait me demander encore des mises à jour. Donc j'ai un Ubuntu qui répond pas, c'est pas grave. Dans les applications, je vais sur le terminal, j'ai déjà installé le PA Server, hein, et là pareil, le terminal il est caché, ou sur celui-là, il est là. Voilà, donc
quand je l'ai installé, je me suis mis dans le chemin par défaut de mon utilisateur. Et donc, le PA serveur, là j'ai le fichier que j'avais récupéré via Internet. Là, c'est le dossier qu'il a créé. Et quand on va dans ce dossier-là, on a plusieurs programmes. Donc celui-là, c'est celui qui lui sert pour travailler, pour lancer des buggers. Le PA console, on s'en préoccupe pas. Et ce qu'on lance, nous, c'est le PA serveur. Et sa configuration est ici, si on veut la modifier. Donc ça inclut le port et le mot de passe. Donc là, je vais juste sortir. Quand on lance le PA serveur qui travaille avec Delphi, il crée un dossier PA serveur tout court. Donc là, on l'avait, on l'a ici. Et c'est avec ce dossier-là qu'il va, enfin c'est dans ce dossier-là qu'il va créer ses fichiers temporaires et les exécutables qu'on transfère depuis Delphi. Donc là, j'en ressors. Donc c'est pareil sur Mac, sur PC, sur Windows et sur Linux. Donc j'en ressors, ça c'est bon, je vais le lancer. Patrick, juste une petite seconde. Tu m'entends? J'avais une question. Alors, pourquoi sur le Mac, il y avait lors de la démo 3 adresses IP disponibles? C'est parce que j'ai plusieurs réseaux en fait sur le Mac, tout bêtement. Et là sur le Linux, en fait, ici donc pareil. Là j'en ai qu'une. Donc sur le Mac, il me gère plusieurs adaptateurs réseau, alors que je n'utilise que la connexion Ethernet. Donc moi c'est la première qui m'intéresse. Les autres c'est sa source interne. Donc on s'en préoccupe pas. Mais en fait, le PA serveur ouvre son port sur toutes les IP disponibles sur la machine sur laquelle il travaille, donc on peut y accéder par toutes, selon la configuration réseau qu'on a. Ok. Donc Linux, voilà. Donc là, j'ai lancé sous Linux aussi, pareil, même port, par défaut. J'ai pas mis de mot de passe, et donc j'ai une seule IP. Et là, pareil, je le mets en verbose. Le verbose étant le mode verbeux en français, donc en gros, il va nous afficher la log de ce qu'il récupère depuis RadStudio. Alors, donc ça, pour l'utiliser sous Windows, alors je pourrais l'installer en local, hein, mais ça n'a pas d'intérêt particulier. Une chose importante à savoir, c'est que par défaut, il s'installe dans Program Files. Il faut le lancer en administrateur. Donc, quand vous l'utilisez sous Windows, pensez à aller dans les propriétés du programme une fois installé pour forcer le mode administrateur systématiquement et pas vous embêter à le faire à la main. Il ne crée pas d'icône dans les dossiers, donc il faudra que vous créiez vous-même le raccourci qui vous intéresse. Parce qu'on ne le retrouvera pas ici sans doute parce qu'ils n'ont pas eu envie de gérer ce genre de choses ou que les utilisateurs finaux ne sont pas censés l'utiliser en dehors d'un développeur. Donc voilà. Donc on a le Windows, enfin le Mac et le Linux dans Delphi. Donc là je reviens sur la dist 3. Donc outil options, qui est un peu plus long, parce qu'il y a beaucoup plus de choses que sur l'autre, et qui me fait perdre le focus à chaque fois. Ok. Alors ce bug-là est un bug aléatoire et rare. C'est la deuxième fois que je l'ai en 6 mois. Personne n'a réussi à le reproduire quand j'ai soumis l'incident sur quality.embarquedero.com et du coup on aura une vidéo pour le montrer. Donc là sur mon ordinateur actuel, j'étais donc dans le déploiement gestionnaire de profil de connexion. J'avais déjà 2 machines Linux déclarées, donc une qui est CentOS, c'est juste une version, enfin un OS Linux sans interface graphique, qui me sert de démo pour les serveurs et pour programmer des sites web en local, et le Ubuntu qui m'intéresse. Donc là, en l'occurrence, mon Ubuntu, il est en 192.168.1.49. Je l'active par défaut, et je suis bien en 49. Je teste, ça marche, il a la connexion avec le PA serveur. Côté Mac, alors c'est là où mon Mac changeant d'IP régulièrement, je suis en 11 cette fois-ci, donc c'est celui-ci qui m'intéresse. Pareil, je teste, c'est bon. Alors comme sur la dist 2, l'ajout se fait simplement, hein, on met un truc, on choisit son OS, donc là je vais choisir le macOS 64 bits par exemple, je vais le prendre par défaut, oui, d'accord. Des fois les lettres aléatoires ça passe pas, donc on est sur 192.168.1.11, le port n'a pas changé, le test de connexion se fait, je termine. Donc là j'ai ma nouvelle connexion,
peu importe si elle est déjà existante, on va le faire avec celle-ci. Et une fois qu'on a déclaré les profils de connexion, donc ce sont tous les ordinateurs sur lesquels on veut travailler, on va dans le gestionnaire de SDK. Et là, on a un certain nombre de choses à rajouter. Donc là, si je fais ajouter, je vais donc rajouter un OS 64. Il me propose normalement, le 12 pareil, il n'existe pas puisque c'était la mauvaise IP. Il met un certain temps à le détecter. Ouais. Le problème c'est que c'est synchrone, donc ça nous bloque tout. Voilà, donc là, effectivement, tu n'es pas sur le 12, c'est pas grave. Donc on va le mettre sur la nouvelle machine que j'ai déclarée. En 11, il doit pouvoir le détecter, et là il a trouvé le SDK correspondant à cette machine-là. Donc sur le Mac, je suis sur ICIRA, donc c'est la 10.14. Pardon. Je suis sur ICIRA, mais j'ai la dernière version de Xcode disponible pour ICIRA, qui est en fait celle de Moravie. Donc en fait, je suis en 10.14. Sur les dernières versions de Mac, c'est donc Catalina. Oui. Et donc on est en 10.15. Mais peu importe, en fait, on compile pour une certaine version, et derrière, on utilise les API d'une version antérieure, donc ça passera sur plusieurs. Comme c'est le cas sur iOS et sur Android, d'ailleurs, on déclare un SDK d'une certaine version, mais en pratique, Delphi et C++ Builder utilisent une version d'API inférieure. Donc la cible de compilation permet de passer aussi sur les versions précédentes. Et vous avez ici, alors je ne l'ai évidemment pas déjà en anglais, sur le DocWiki, on a la liste des plateformes en fonction de la version de Delphi. Hop. Donc là, par exemple, sur la 10.3, on va compiler pour, par exemple, Catalina, donc macOS 10.15, ou 10.14, ou 10.13, ou 10.12. Mais de toute façon, le compilateur et les composants n'utilisent que les API qui, au pire, fonctionnaient en Sierra, donc fonctionnent aussi sur les autres. Ça pourrait aussi marcher en dessous, mais c'est pas garanti, suivant les composants qu'on utilise. Donc même principe pour iOS et pour Android. Et pour Linux. Parce que là, vous voyez qu'il y a eu des Ubuntu, il y a aussi Red Hat, et après il y a toutes les distributions dépendantes ou qui sont à peu près les mêmes pour ça. Revenons-en à là. Donc, je ne vais pas valider ça, quoique si je vais le valider. Donc on a pour chaque ordinateur les différents SDK à déclarer. Donc là, j'étais sur un Mac, il nous propose cette version-là. Si je veux du iOS 64 bits par exemple, alors évidemment il me reprend l'autre adresse IP. Mauvais exemple. On va patienter un petit peu le temps qu'il plante. Voilà. Donc pour iOS, pareil, il me propose les Mac. Puisqu'en fait, pour accéder à un iPhone ou un iPad, on passe par un Mac quoi qu'il arrive, puisque c'est Xcode qui permet de faire la compile. Et la version de Xcode que j'ai installée sur mon Mac permet de travailler avec la 12.1 de iOS. Enfin, de iPhone OS ou iPad OS, qui est désormais la version iOS pour iPad en 13. Mais en tout cas, c'est cette version-là qui correspond à Xcode et donc qui peut être utilisée dans Delphi. Donc ça, c'est à faire pour les appareils iOS, Linux, Mac, éventuellement les Windows si vous voulez. Enfin, si vous avez des ordinateurs sous Windows, en fait, vous pouvez déclarer le SDK Windows installé dessus. Par défaut, quand on installe Delphi, il installe le SDK de Microsoft. Et là, je l'ai rajouté ici juste parce que j'avais envie de vérifier les chemins d'accès. Mais celui-là, il n'est pas pré-renseigné et les SDK Android sont normalement renseignés. Alors je dis les SDK Android parce que là, je suis sur la version 10.3.2, donc j'ai le SDK Android en 32 bits. Sur la version suivante, on a aussi une ligne avec le SDK Android pour la 64 bits. Puisqu'en fait, on peut avoir deux SDK différents selon la cible du compilateur. Donc là, j'ai déclaré toutes mes machines. Enfin, même si je ne l'ai pas fait là, mais en tout cas, il y a tout. Donc je vais enregistrer l'écran et ce sera bon. Hop. Et maintenant, quand on veut s'en servir, quand on est... alors là, je vais passer dans un projet multiplateforme, c'est plus simple. Enfin, plus simple, plus pratique. Je vais faire une application vide, un classique bouton dessus avec un show message à l'intérieur.
Voilà, on connaît tous, hein, j'enregistre. Voilà. Donc, dans le gestionnaire de projet, ici, à droite, nous avons donc les configurations de construction, donc pour passer en debug ou en release, hein, le release étant la compilation sans les informations de débugage, et qui est aussi le mode de compilation qui permet de faire le déploiement pour iOS, Mac et ainsi de suite, avec les outils de packaging fournis avec Delphi, ou C++ Builder suivant les cas. Donc là, à la limite, ça pour l'instant, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est dans plateforme cible. Alors, il a décidé de ne pas répondre. Qu'est-ce qui se passe? Il sature un peu avec les deux VM. Donc toi, c'est bien arrêté. Ok. D'accord. Décidément, je vais fermer celui-là parce que... Là, c'est mon poste de développement habituel, c'est un i5 pour le processeur, et c'est de temps en temps, il a un peu de mal quand j'ai beaucoup de choses ouvertes. Donc, dans les plateformes cibles, par défaut, maintenant, quand on est sur un projet multiplateforme, il rajoute tous les compilateurs dispo. S'il nous en manque un, donc par exemple, si vous avez la version suivante, vous auriez quelque chose en plus dans le clic droit sur plateforme cible. Si le DAIM fonctionne. Passons. Alors c'est Delphi ou c'est l'environnement? Ok. Bon, c'est mon Windows qui est en train de faire les pédales. Il a planté. Ok. Donc, relançons Delphi. Comme vous allez le voir, il y a beaucoup de choses installées dessus. Donc en tout cas, c'est dans les plateformes cibles qu'on peut rajouter ou pas un compilateur. Et quand j'ai compilateur, c'est 32 ou 64 bits pour un système d'exploitation. C'est aussi là qu'on choisit la machine sur laquelle on veut exécuter ou débugger les programmes. Donc je rouvre ce projet, qui n'est peut-être pas celui sur lequel on était, mais c'est pas grave. Alors ça... Ouais, c'est le précédent, donc hop. Je vais ouvrir le bon. Sinon il y a des options en moins sur les écrans, ce serait dommage. Alors on est dans le projet, j'étais sur un nouveau dossier, ça devait être le 10. Donc là c'est mon poste de développement, du coup il y a plein de choses, y compris des vrais projets. Voilà, donc j'étais là-dessus. Plateforme cible, donc si vous faites ajouter une plateforme quand il vous manque quelque chose en dessous, donc là je vais virer le simulateur par exemple, supprimer. Donc là je devrais avoir le simulateur puisque je viens d'enlever. Donc c'est là qu'on peut rajouter des choses sur des projets qui ne les avaient pas encore. Et quand on est sur une plateforme, donc par exemple sur Mac en 32, ici, on voit qu'on a le nom de la machine, enfin le système, enfin le nom du SDK, donc j'étais par défaut sur le 10.13 apparemment, et le profil de connexion sur lequel ça s'installe. Donc là, si je veux modifier, je peux aller directement dans les propriétés de la ligne, choisir un autre profil, donc là je suis sur iCira, donc c'était le 13, je ne vais pas me mettre le 14, et je veux compiler, envoyer sur celui-ci. Voilà, donc là il modifie, et ça concerne la compilation de ce système, enfin ça concerne ce compilateur-là. Donc là je me remets là-dessus, si je fais normal, je lance, normalement il devrait me basculer sur la session Mac. Donc il fait le déploiement, et donc là j'ai bien mon application qui démarre, et qui me demande, qui fait ce que je veux. Donc ça marche sur Mac, ça marche aussi sur Linux et sur Windows, de la même façon. Donc là je suis sur un truc Windows, si je fais propriété, il se trouve que je n'en ai pas déclaré d'autres, donc là j'aurai les autres machines Windows que j'avais déclarées. Par exemple du Windows XP ou du Windows 7, si on a envie de faire du test sur autre chose.
Ceci étant, je vais vous montrer pour Linux. Donc Linux, il est pas là. Donc en fait, il y a depuis le mois de juin, donc FMX Linux est fourni par Embarcadero. Par contre, il ne s'installe pas comme ça, parce que la cible Linux, enfin le compilateur Linux pour un projet FMX n'est pas géré pour l'instant standard dans RStudio, donc il faut passer par une option sur les projets, une fois qu'on a installé FMX Linux depuis Gatit. Donc là, je suis en Add Linux Platform, et il me rajoute le compilateur Linux. Et pareil, ici, j'ai les propriétés qui permettent de changer la machine sur laquelle je veux l'exécuter, enfin plutôt la machine ici, et le SDK correspondant. Donc là, je choisis mon Ubuntu et je veux que ce soit le SDK d'Ubuntu et pas celui du CentOS qui n'a pas forcément la même arborescence et les mêmes fichiers installés. Donc là, je valide, j'exécute, ça va faire pareil. Alors évidemment, il faut s'assurer que le PA Server soit toujours exécuté sur la machine en question. Voilà, là, je suis dessus, et en fait il a eu le temps de transférer le truc. Et donc là vous le voyez ici, l'IDE a transféré ça. Donc il a fait l'envoi du fichier exécutable et de différents autres fichiers éventuels, et il a demandé au PA Server de lancer le programme correspondant. Et donc je me retrouve avec un programme Linux développé sous Delphi. Voilà, donc vous le voyez, c'est assez simple à utiliser comme ça. Donc, à quoi il sert en fait le PA Server en dehors du développement? Ou plutôt à quoi il sert tout court? La première chose, c'est de faire du développement Windows. Donc on peut s'en servir pour exécuter nos programmes en dev, avec des bugages ou sans débugage, sur des machines Windows avec des versions différentes de Windows, des antivirus différents, parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises, et éventuellement sur des bases de données ou des environnements de données ou de fichiers annexes différents. Donc on peut le faire avec des VM, comme on peut le faire avec directement des machines physiques. Il suffit d'installer le PA Server dessus et de le lancer. En multiplateforme, comme je viens de le faire avec FireMonkey, il suffit de l'installer sur les différents postes sur lesquels on veut travailler. On choisit dans le gestionnaire de projet avec quelle machine on veut faire les exécutions et le débugage, et après l'IDE se débrouille avec le PA Server pour transférer ce qu'il faut et travailler. En clientèle, c'est pour compenser ce qu'on faisait dans le temps. Alors, en général, quand on avait des soucis d'un utilisateur, qu'il soit dans l'entreprise ou si on est une société de service, un client, qui a des problèmes sur son ordinateur et qu'on n'arrive pas à reproduire, suivant les cas et les contrats de maintenance, on avait quelqu'un qui allait sur place, qui installait Delphi sur le poste de l'utilisateur et qui faisait du débugage avec tous les sources de le programme sur le poste du développeur, enfin de l'utilisateur. Alors ça c'était bien sur les petits projets, même si ça enfreint la licence qu'on a tous signée en installant en achetant Delphi. Donc c'était bien, mais si en plus des composants additionnels, ça devient le bordel, et de toute façon, après il faut tout désinstaller si on veut être propre. Il se trouve que désormais, avec le PA Server, on a juste à mettre notre environnement de développement sur un portable, ou sur un ordinateur de développement quand on est en local, et on installe le PA Server sur le poste de la personne qui a un souci qu'on n'arrive pas à reproduire et qu'on veut régler, et on exécute à distance. Donc on configure son poste dans le IDE, et on compile pour cette machine-là. Du coup, on se retrouve avec l'environnement de l'utilisateur sans avoir à installer quoi que ce soit d'autre que le PA Server sur son poste. Le PA Server qui se désinstalle aussi facilement qu'une suppression de fichiers sur le disque dur. Donc ça, c'est hyper pratique, et il faut surtout pas hésiter à s'en servir. Alors le problème, par contre, c'est que il faut être sur que les deux machines puissent dialoguer ensemble. Donc si on le fait via Internet, il faut ouvrir un tunnel entre les deux ou déclarer la machine distante accessible depuis l'extérieur, avec les risques que ça comporte en termes de sécurité. Donc restez méfiants. Vous pouvez aussi faire de la redirection de port sur les box, si vous êtes avec des box Internet classiques comme celle de Free, Bouygues ou Orange. Vous pouvez déclarer des ports extérieurs vers un port interne, et là à ce moment-là, dans Delphi, vous déclarez le port que vous avez ouvert sur la box, et depuis la box, vous dites que ce port-là, il correspond en fait au 64.211 sur la machine sur laquelle est exécuté le PA Server. Après, évidemment, il faut retirer la configuration pour éviter que l'utilisateur ait un trou de sécurité dans ses configurations.
enfin, je parle de trou de sécurité, mais à ce jour, à ma connaissance, il n'y a eu aucune machine hackée à cause du PA Server. Mais on n'est pas à l'abri. Donc de toute façon, évitez de laisser des ports ouverts s'ils ne sont pas utilisés sur Internet. Voilà, donc grâce à ça, en fait, vous pouvez travailler à distance sur des postes sur lesquels vous n'avez pas la main, sur lesquels vous ne pouvez pas installer l'environnement de développement. Petit rappel concernant les licences, on a le droit, quand on a une licence nommée, à 2 installations de nos logiciels. C'est destiné normalement à un ordinateur de bureau et un ordinateur portable, enfin c'est dans cet esprit-là que ça a été activé sur 2. Si on déborde, on enfreint la licence, et si on utilise les 2 environnements en même temps, on enfreint la licence. Donc en clair, c'est 2 installations en un temps T par utilisateur, pour un utilisateur. Donc ça nous empêche, enfin ça nous interdit légalement de l'installer sur des postes qui ne sont pas ceux de développement. Donc on doit utiliser PA Server ou d'autres solutions pour débugger à distance. Et qui dit débugage à distance ou exécution des programmes à distance dit aussi possibilité de déployer des fichiers. Parce qu'en fait, quand on exécute un programme depuis l'EDI vers une machine qui a un PA Server, il package le programme avec les fichiers qu'on lui a déclarés comme étant des fichiers complémentaires. Donc il ne fait pas un setup, parce qu'il déplace directement les fichiers, mais par contre il permet quand même de tout déplacer, ce qui nous servirait à distance. Alors pour ça, en fait, il faut évidemment qu'il soit actif. Alors là, c'était dans l'idée de on l'installe sur un serveur. Hein. Donc il faut évidemment que le PA Server soit actif, donc mettre un port pareil pour des raisons de sécurité, mettre un gros mot de passe, le désactiver quand on n'a pas besoin, ainsi de suite. Et en fait, pour s'en servir, ici, que je retrouve ma session Delphi, voilà. Là, dans Projet, on a une option déploiement. Alors vous ne vous en servez pas forcément si vous faites du Windows ou de la VCL, puisque vous avez probablement plutôt un outil externe pour faire vos setups. Mais si vous publiez pour le Windows Store ou si vous utilisez les autres compilateurs, enfin les autres systèmes d'exploitation sur lesquels on peut travailler, la partie déploiement est très importante parce qu'en fait, dedans, il nous propose tous les fichiers qu'il va faire transiter avec l'exécutable. Alors je vais faire ça sur Mac, non. Le 32, il a dû le faire. Hop. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai fait une compilation pour macOS en 32 bits. Et donc lui, il a l'exécutable, mais il embarque aussi quelques fichiers qui sont nécessaires pour les exécutions sur Mac. Donc une librairie de fichiers, l'équivalent d'une DLL, un fichier de paramétrage par rapport au programme, le entitlement, je ne sais plus à quoi il sert, mais en l'occurrence, normalement le Mac ne s'en sert plus, l'icône qui correspond à l'icône sur le bureau, et l'exé. Et en fait, ces fichiers-là, ils ont été automatiquement générés lors de la première compilation, et des suivantes s'il en manque. Si vous faites une compilation pour iOS, par exemple, hop, oui, ça sert à rien puisque j'ai pas validé la plateforme. Voilà, si on fait une compilation pour iOS, je vais me retrouver avec un certain nombre de fichiers recopiés pour iOS. Donc là, je peux annuler, parce que ça sert à rien d'aller jusqu'au bout. iOS, j'ai fait le 64, il est là. Piégé. Voilà. Hop, donc iOS, j'en ai un certain nombre en plus parce qu'il y a toutes les icônes. Donc les icônes qui sont gérées au niveau des options de projet. Ici, là. Donc tous ces trucs-là, en fait, se retrouvent en fichiers complémentaires, déployés en même temps que l'exécutable. Alors selon l'OS, il crée un exé ou il crée pas, il crée un équivalent d'un exé, un IPA, un .app, APK et ainsi de suite, ou il transfère directement les fichiers séparés, mais en tout cas, grâce à ce truc-là sur lequel vous pouvez rajouter vos propres fichiers, ou rajouter éventuellement des fichiers standards. Voilà, par exemple, si j'utilisais Interbase2Go, je pourrais choisir de déployer automatiquement les fichiers correspondant à Interbase2Go selon la plateforme sur laquelle je veux diffuser. Et ça, derrière, la liste des fichiers ici est mise à jour. Donc là, j'ai fait du Windows, donc sur Windows, je dois l'avoir maintenant. Windows, ici. Donc là, il a rajouté automatiquement les fichiers. On peut rajouter les nôtres, des fichiers d'aide, des images, et ainsi de suite. Et en fait, via le PA Server, ça permet d'embarquer tous ces fichiers-là en même temps, juste en compilant. Enfin, juste en exécutant à distance.
que je revienne dessus. Voilà. Donc là, j'espère que vous voyez un petit peu plus ce qu'on peut faire avec et qu'éventuellement vous vous en servirez. Enfin, après, on n'est pas obligé, mais c'est toujours bien pratique. Il y a plein d'autres outils en fait fournis avec l'IDE qui sont utilisés par l'IDE ou plus du tout, et malheureusement pas tous documentés, mais qui permettent de faire des choses automatisées comme ça dans un environnement de développement et de préparer les fichiers ou de transférer d'autres choses. Donc peut-être qu'on en reparlera à l'occasion d'un autre webinaire. Alors, on a fini pour celui-ci. Donc les précédents sont sur développeur Pascal et je mettrai aussi le PDF tout à l'heure par rapport à celui-ci et le replay s'il est opérationnel dans les jours qui viennent. Là, on se retrouve en live lors du congrès Delphi le 19 novembre où je parlerai de la DIS 3 d'une façon générale et puis de la DIS 4 et de migration d'anciennes versions vers les suivantes, avec en plus quelques autres de nos camarades, MVP et Maxime évidemment. Hop là, on est ici. Congrès, que je retrouve le lien là, voilà. Hop. Donc là c'est le programme du 19, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Hein. Je précise, oui. Excuse-moi Patrick, je précise qu'il reste vraiment que quelques places. On a déjà de mémoire je crois qu'il reste 10 places. Ah oui d'accord. Bah, il reste quelques minutes, on lance le chrono. Non, c'est bien, on a vu l'engouement en fait, et puis c'est vrai qu'on aura la chance, là, comme je disais tout à l'heure, d'avoir les résultats de l'élection du meilleur jeune développeur Delphi, avec la présentation de son application. Donc voilà. Je pense que ça va être assez intéressant. Alors avec la présence alors toi Patrick, oui. Tu seras présent toute la matinée, enfin non toute la journée, mais ta présentation sera une grande partie de la matinée. On aura la chance d'avoir Paul Toth dans l'après-midi, qui va nous présenter une application. Alors une application sur la réalité augmentée. Comment faire ça en Delphi, Delphi FMX. Donc voilà, on est resté un peu vague sur l'agenda, mais voilà, ça va être la présentation de Paul Toth en exclusivité, parce que c'est la première fois qu'il fait une présentation avec nous à Paris. En tout cas, il était avec nous à Aix-en-Provence il y a quelques mois. Et voilà, très très bon en présentation, comme d'ailleurs sur toutes les réactions qu'on voit de sa part depuis pas mal d'années, les livres qu'il avait écrits d'ailleurs sur Delphi 7, etc. Alors il y a la présence de TMS et de Bruno Firenze, donc juste après. Et puis on terminera avec un tout nouveau MVP qui nous parlera de 3D avec Delphi FMX, et donc avec Grégory Berceger. Voilà, qui nous a animé le dernier webinaire. D'ailleurs, on a eu plein de retours positifs, donc c'est sympa. On retrouvera peut-être Grégory dans pas longtemps. Ouais. Et voilà, donc on était très nombreux encore aujourd'hui. Voilà, je pense que tout le monde est. Il y a de plus en plus de monde à suivre tes webinaires, Patrick. Donc c'est voilà, on n'a que des retours positifs. C'est assez sympa de voir ça. T'as des petites choses à rajouter de ton côté, Patrick? Oui, alors, donc en ce moment, il y a le Code Rage. Alors, historiquement, c'était sur 2-3 jours en flux tendu parce que l'amplitude horaire était monstrueuse. Cette année, Embarcadero a décidé de l'étaler sur plusieurs semaines. N'hésitez pas à le regarder sur community.embarcadero.com pour vous inscrire sur la semaine qui vous intéresse, avec une série de petites vidéos de 5 à 15 minutes qui sont mises en ligne le mardi, et une session le jeudi de questions-réponses avec les gens qui ont fait les vidéos en question, et là qui sera en live. Donc n'hésitez pas à vous reporter dessus. Si vous avez parlé italien, en fin de semaine, enfin dans 2 jours, il y a la conférence à Rome, donc IT DevCon, et après Paris, vous aurez aussi une conférence, alors là en anglais et en belge flamand, qui a lieu le 21 novembre, si je ne me trompe pas. C'est en anglais, c'est en anglais, Patrick. Ouais, tout est en anglais, et là, par exemple, sur l'événement de Delphi, justement, là, il y a la présence de Jim Makis, exceptionnel. Donc, c'est la première fois qu'il vient en Europe. Voilà. Il est au Head Development sur les outils Embarcadero.
Donc voilà. Il reste encore quelques places de mémoire, donc voilà, je vous invite à venir faire un petit tour en Belgique, venir nous voir. Donc voilà. Et si vous cherchez les liens, vous les avez sur le blog ou évidemment vous contactez Maxime ou moi directement. Mm. Je les ai mis là-dessus normalement. Ici. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour à l'étranger aussi pour profiter des conférences. Il n'y a que celle de Paris qui est gratuite. C'est à noter quand même. Vincennes nous invite tous les ans et les autres sont payantes. Donc à vous de voir lesquelles vous profitez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que vous aviez des questions? Alors apparemment on a répondu Enfin moi j'ai répondu à quelques questions de mon côté et pour moi c'est ok Patrick. Ouais, ok. Bon. Du coup, on se retrouve le 19 pour ceux qui viendront, et puis pour le prochain webinaire, fin novembre ou début décembre, sur un sujet qui sera peut-être la 10.3.3 si elle est officiellement sortie, ou peut-être du Linux ou d'autres choses selon notre humeur, mais ça on vous en reparlera dans les jours qui viennent par mail, quand on se sera décidé. Voilà. Ok, bon je te remercie Patrick en attendant, c'était excellent. Bon comme d'habitude on laissera on diffusera les liens des rediffusions et puis voilà. Vous n'hésitez pas à nous contacter encore une fois si vous avez des questions, que ce soit commercial, technique ou autre, sur tous les outils Embarcadero, Sencha et Idera d'une manière plus générale. Donc je vous dis à très bientôt. Merci Patrick et puis bonne journée à tout le monde. À bientôt, au revoir. Au revoir.